8 petites minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour raviver une guerre froide entre Paris et Madrid comme on n'en avait plus vu depuis le scandale du Rainbow Warrior et pour fracturer en profondeur l'Union européenne sur l'épineux dossier des migrations. À la tribune, Pedro Sánchez venait de lâcher sa salve, une diatribe implacable contre la politique migratoire de la France accusée de dresser des murs là où elle prétend défendre des ponts. Le regard dur empreint de cette indignation presque théâtrale dont il a le secret, il transperçait Sébastien Lecornu comme s'il venait de démasquer publiquement devant toute l'Europe, rassemblée à Bruxelles l'ultime hypocrisie tricolore. Et soudain il s'est levé, le Premier ministre français, calme, froid, chirurgical, une seule phrase lâchée avec la précision d'un scalpel a littéralement figé toute la délégation espagnole sur place. Ce n'était pas un débat de technocrates sur les flux migratoires. Non, c'était l'instant où un homme de 39 ans a renvoyé l'Espagne à ses contradictions, pulvérisant des années de sermons ibériques en quelques mots. Ce coup de tonnerre qui allait faire vaciller tout le théâtre politique européen s'annonçait déjà 6 semaines plus tôt alors que le vieux continent sombrait dans une crise migratoire d'une intensité inédite. Les données parlaient d'elles-mêmes comme un coup de massue. Depuis janvier 2025, pas moins de 3400 personnes avaient franchi illégalement les frontières européennes, une envolée de 67% par rapport à l'année précédente. Et devinez où ça passait, bingo. L'Espagne. Avec ses 8000 km de littoral et sa position en première ligne face à l'Afrique, le pays s'était transformé en autoroute maritime de la migration clandestine. Mais au-delà des statistiques, c'est tout un système qui vacillait. Une crise qui débordait des chiffres pour inonder les rues, les institutions et les équilibres politiques de l'Europe. Dans les artères bourdonnantes de Madrid-Barcelone ou Valence, l'électricité sociale était à son comble. Les trottoirs transpiraient le malaise et les 8 petites minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour raviver une guerre froide entre Paris et Madrid comme on n'en avait plus vu depuis le scandale du Rainbow Warrior et pour fracturer en profondeur l'Union européenne sur l'épineux dossier des migrations. À la tribune, Pedro Sánchez venait de lâcher sa salve, une diatribe implacable contre la politique migratoire de la France accusée de dresser des murs là où elle prétend défendre des ponts. Le regard dur empreint de cette indignation presque théâtrale dont il a le secret, il transperçait Sébastien Lecornu comme s'il venait de démasquer publiquement devant toute l'Europe, rassemblée à Bruxelles l'ultime hypocrisie tricolore. Et soudain il s'est levé, le Premier ministre français, calme, froid, chirurgical, une seule phrase lâchée avec la précision d'un scalpel a littéralement figé toute la délégation espagnole sur place. Ce n'était pas un débat de technocrates sur les flux migratoires. Non, c'était l'instant où un homme de 39 ans a renvoyé l'Espagne à ses contradictions, pulvérisant des années de sermons ibériques en quelques mots. Ce coup de tonnerre qui allait faire vaciller tout le théâtre politique européen s'annonçait déjà 6 semaines plus tôt alors que le vieux continent sombrait dans une crise migratoire d'une intensité inédite. Les données parlaient d'elles-mêmes comme un coup de massue. Depuis janvier 2025, pas moins de 3400 personnes avaient franchi illégalement les frontières européennes, une envolée de 67% par rapport à l'année précédente. Et devinez où ça passait, bingo. L'Espagne. Avec ses 8000 km de littoral et sa position en première ligne face à l'Afrique, le pays s'était transformé en autoroute maritime de la migration clandestine. Mais au-delà des statistiques, c'est tout un système qui vacillait. Une crise qui débordait des chiffres pour inonder les rues, les institutions et les équilibres politiques de l'Europe. Dans les artères bourdonnantes de Madrid-Barcelone ou Valence, l'électricité sociale était à son comble. Les trottoirs transpiraient le malaise et les sondages confirmaient ce que tout le monde murmurait déjà, le pays était fendu en deux. D'un côté, 45% des citoyens s'accrochaient encore à l'idée d'un accueil chaleureux et généreux prôné par le gouvernement Sánchez. Mais de l'autre, une majorité, 55%, réclamait avec de plus en plus d'insistance un coup de frein brutal sur l'ouverture des frontières et la prise en charge des nouveaux arrivants. L'ambiance devenait toxique, rappelant dangereusement les relents d'une autre époque, trouble la crise migratoire de 2015, celle qui avait déjà mis l'Europe à genoux.
Sauf qu'en 2025, les rôles avaient changé. Cette fois-ci, le coupable désigné n'était plus un phénomène lointain ou un voisin mal organisé, c'était l'Espagne elle-même. Malgré elle, la péninsule ibérique était devenue la salle d'attente d'une Europe qui fermait les yeux. Dans les couloirs capitonnés du palais de la Moncloa, l'air était devenu irrespirable. Pedro Sánchez, à peine reconduit au pouvoir 2 ans plus tôt, faisait face à un ouragan politique sans précédent. Et les chiffres ne lui laissaient aucun répit. 78% des Espagnols estimaient que son gouvernement avait totalement perdu la main sur la gestion migratoire. À l'écran, les images défilaient. Comme dans un cauchemar en boucle, les centres d'accueil des Canaries débordaient, littéralement engorgés par plus de 45 000 migrants, alors qu'ils avaient été conçus pour en accueillir 7 fois moins. Une scène de chaos humanitaire, oui, mais ce que les chiffres ne disaient pas et que le gouvernement espagnol s'employait à cacher sous une épaisse couche de silence était encore plus troublant. Derrière cette crise visible, une autre bien plus souterraine prenait racine. Les services de renseignement madrilènes tiraient la sonnette d'alarme des mafias organisées spécialisées dans l'exploitation des migrants, transformaient peu à peu l'Espagne en centre névralgique du trafic humain en Europe. Ces réseaux majoritairement issus du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne n'étaient plus de simples passeurs improvisés. Ils avaient perfectionné leur méthode jusqu'à atteindre une efficacité redoutable. En octobre 2025, le CNI, le renseignement espagnol, livrait à Sánchez un rapport top secret glacial dans ses détails. On y lisait noir sur blanc comment ces filières avaient rationalisé l'immigration illégale comme une véritable industrie. Des bateaux semi-rigides boostés par des moteurs de 250 chevaux capables de faire traverser jusqu'à 80 personnes depuis les côtes marocaines en moins de 6 heures. Bienvenue dans la logistique de l'ombre. Mais le plus glaçant, ce n'était pas les bateaux suréquipés ou les traversées éclairs depuis les côtes africaines. Non. Ce qui glaçait le sang, c'était la suite. Ces réseaux avaient déjà posé leurs valises sur le sol espagnol. De véritables bases logistiques s'étaient implantées à Almeria-Murcie ou encore Alicante. 3 villes transformées en zones tampons où les migrants étaient parqués provisoirement avant d'être redistribués comme des colis vers le reste de l'Europe. Lors d'un briefing classé confidentiel, le général José Emmanuel Santiago Patron du renseignement espagnol s'était exprimé sans filtre devant le président. Monsieur le Président, nous ne parlons plus ici de réseau de fortune. Nous faisons face à une machine ultra professionnalisée, huilée, organisée. Ces filières brassement aujourd'hui plus de 400 millions d'euros par an. Et pour faire tourner cette machine, elles achètent tout ce qui se laisse acheter douane-port et même certains élus. La vérité, aussi brutale soit-elle, était simple, une gangrène silencieuse rongeait les institutions espagnoles. Mais impossible de l'admettre publiquement. Trop risqué, car à partir du moment où l'on reconnaît que l'État n'est plus seulement une victime du trafic migratoire, mais qu'il en devient, même malgré lui, un rouage passif, voire complice, c'est toute une crédibilité politique qui s'effondre. Et ça, à Madrid, on n'était pas prêt à l'assumer. Ce n'était pas le nombre de migrants, ni même les réseaux mafieux qui provoquaient le plus grand vertige dans le rapport du CNI. Non. Ce qui faisait vraiment grincer des dents, c'était cette statistique glaçante. 67% des arrivants n'avaient jamais envisagé de poser leurs valises en Espagne. Pour eux, la péninsule ibérique n'était rien d'autre qu'une salle d'attente, une escale technique avant le vrai voyage direction la France, l'Allemagne, ou les pays nordiques, là où l'accueil est plus structuré, les aides plus généreuses et les opportunités d'emploi bien plus prometteuses. Ce détournement du territoire espagnol par ceux-là même qu'il voulait protéger était un revers cinglant pour la doctrine humaniste de Pedro Sánchez. Pire encore, cette migration en transit faisait de l'Espagne une vraie passoire géopolitique. Les migrants profitaient de la politique d'ouverture juste assez longtemps pour décrocher des papiers temporaires, puis s'évaporaient dans la nature direction leur destination finale. Et l'État espagnol lui restait là à payer l'addition. Car au bout du compte, c'était bien l'Espagne qui supportait l'intégralité des frais, hébergement, services, soins, sans la moindre contrepartie, ni économique, ni démographique. Lors d'un conseil de crise, la vice-présidente María Jesús Montero lança un cri d'alarme.
Monsieur le Président, il faut que l'Europe joue enfin collectif. La France nous claque la porte au nez, l'Allemagne verrouille ses quotas et l'Italie nous renvoie les embarcations. On ne peut plus continuer à porter seul ce fardeau continental. Les indicateurs économiques clignotaient au rouge vif pour l'Espagne. La facture migratoire devenait tout simplement insoutenable. Rien qu'en 2025, l'État avait englouti 4,2 milliards d'euros dans la gestion de la crise, soit l'équivalent de 0,3% du PIB national. Et dans les régions autonomes, la tension montait d'un cran. Certaines menaçaient même de couper les ponts avec Madrid sur le plan administratif si aucune réponse concrète n'était trouvée rapidement à cette débâcle à la fois humaine et budgétaire. Mais derrière cette tornade migratoire se cachait une injustice qui faisait bouillir les têtes à Moncloa. Les fameux accords de Dublin, ces textes censés réguler l'asile en Europe, stipulaient noir sur blanc que le premier pays foulé par un migrant devait en assumer la charge. Donc sur le papier, l'Espagne héritait légalement de toutes ces demandes. Sauf que dans la réalité, la majorité des migrants ne rêvaient ni de tapas, ni de corrida. Leur but, c'était la France, l'Allemagne ou les pays du Nord. Là où l'intégration est plus structurée et l'accueil plus généreux. Le hic, depuis septembre 2025, Paris avait tiré un trait rouge sur la carte. Sous la pression des manifestations locales et d'une opinion publique à cran, Sébastien Lecornu décida de verrouiller totalement la frontière franco-espagnole. Résultat, plus un migrant ne passait les Pyrénées. Rideau baissé, fin de la solidarité frontalière. En clair, les Français nous prennent pour une soupape, fulminait José Luis Abalos, le ministre espagnol de l'Intérieur rouge de colère devant les caméras. Ils laissent les vagues migratoires se fracasser sur nos côtes, puis verrouillent leurs propres frontières comme si de rien n'était, nous forçant à gérer seuls le raz-de-marée humain. Une stratégie aussi subtile qu'un coup de massue, l'art du refoulement maquillé. Une manœuvre d'autant plus révoltante qu'elle piétine sans vergogne le principe même de solidarité européenne. Car, soyons honnêtes, la géographie joue clairement pour Paris. Flanquée au sud par les Pyrénées, à l'est par les Alpes, la France s'offre le luxe de faire bonne figure à Bruxelles, tout en repoussant discrètement le chaos migratoire vers ses voisins du Sud. L'élève modèle, mais seulement sur la photo de classe, c'est en creusant les rouages de cette fameuse solidarité française qu'on tombait sur le pot aux roses. Depuis septembre 2025, Paris avait remis en place dans la plus grande discrétion des contrôles frontaliers permanents à Hyundai-Cerbère et Le Perthus. Motif officiel, la lutte contre le terrorisme. Prétexte parfait, car dans la pratique, ces barrages servaient surtout à une chose: renvoyer illico presto vers l'Espagne tous les migrants sans papier qui tentaient de franchir la frontière. Résultat, un refoulement maquillé en mesure de sécurité. Et les chiffres parlent plus fort que n'importe quel discours. Avant le lancement du programme Vigile en 2024, quelques 140 000 migrants ayant débarqué en Espagne avaient réussi à passer en France. Un an plus tard, moins de 8 000. Oui, vous avez bien entendu. Une chute libre de plus de 130 000 personnes restées bloquées côté espagnol malgré elles. Et pendant que Madrid tentait d'étouffer l'affaire, Paris applaudissait en silence. Ce qui rendait cette comédie frontalière encore plus indigeste, c'était bien l'ironie des chiffres. Car si un pays en Europe avait les moyens d'encaisser le choc migratoire, c'était la France et pas l'Espagne. Une économie plus solide, un chômage bien plus bas. Sur le papier, tout indiquait que Paris était mieux armé que Madrid pour gérer ces arrivées massives. Mais plutôt que de jouer collectif, le gouvernement français, étranglé par sa propre crise sociale et des sondages en chute libre, préféra détourner l'attention. Et qui mieux que l'Espagne pour endosser le rôle du fusible? Un rapide coup d'œil aux données économiques suffisait à révéler l'ampleur du déséquilibre. PIB par habitant, 48 250 côté français, contre seulement 29 600 € pour les Espagnols. Taux de chômage 7,2% à Paris contre un douloureux 12,20% à Madrid. En clair, la France avait toutes les cartes en main pour intégrer ses populations, là où l'Espagne jouait avec un jeu incomplet. Mais dans cette partie, c'est toujours le voisin le plus fragile qui écope. Mais ce qui achevait de dévoiler l'ampleur du paradoxe franco-espagnol, c'était bien les chiffres de l'intégration. Noir sur blanc,
Les données de l'OCDE étaient sans appel. En France, près de 77% des migrants présents depuis plus de 5 ans avaient décroché un emploi stable. En Espagne, à peine 40%. Une différence abyssale qui confirmait ce que beaucoup soupçonnaient. Déjà, si Paris fermait ses portes, ce n'était pas par manque de moyens, mais bien par stratégie électorale. Et le terrain ne faisait que renforcer ce constat. Dans les quartiers populaires de l'Hexagone, malgré les tensions sociales connues de toute l'intégration, restait un processus maîtrisé. Système éducatif, administratif et social, toute une mécanique bien huilée, était en place pour accueillir et stabiliser les nouveaux venus. La France, qu'on le veuille ou non, avait les outils, elle avait même l'expérience. Ce qui manquait, peut-être simplement la volonté politique. De son côté, l'Espagne était plongée en pleine tempête migratoire, sans boussole ni gilet de sauvetage institutionnel. Elle affrontait de plein fouet les réalités de l'immigration de masse, sans avoir pris le temps ou les moyens de construire les structures pour y faire face. Et ça se voyait noir sur blanc dans les budgets quand la France investissait 340 € par habitant chaque année pour intégrer les nouveaux arrivants. Madrid ne déboursait qu'un maigre 85 €, 4 fois moins. Résultat, l'Espagne peinait à retenir les migrants de passage qui préféraient filer vers des terres plus hospitalières. Mais c'est au début de novembre 2025 que la situation a littéralement explosé. En l'espace de 7 jours, Paris avait renvoyé 3 400 migrants en Espagne, invoquant fièrement une lecture rigide des accords de Schengen. Et pour verrouiller le tout des contrôles policiers, s'était intensifié dans les gares et aéroports français. Une ligne Maginot migratoire à peine déguisée qui transformait la frontière franco-espagnole en mur invisible. Le tout bien sûr en totale contradiction avec l'esprit des traités européens. C'est absolument intolérable, lança Pedro Sánchez furibond lors d'une conférence de presse sous haute tension à Madrid. Le Premier ministre espagnol n'y alla pas par 4 chemins. Selon lui, la France trahissait l'esprit même de l'Union européenne en jouant la carte du repli national, laissant l'Espagne gérer seule un fardeau censé être collectif. Et comme ultime riposte, il brandit la menace d'un recours officiel devant la Commission européenne. Objectif, obtenir des sanctions contre Paris. Du côté français, cette déclaration passa comme une gifle mal digérée. À l'Élysée comme à Matignon, le ton monta très vite. Dans l'entourage de Sébastien Lecornu, on dénonçait un chantage ibérique au relent de victimisation calculée. Pour la France déjà embourbée dans ses propres tensions sociales, il était hors de question de se laisser dicter sa politique migratoire par un voisin en crise. Encore moins sous pression de Bruxelles. C'est dans une atmosphère électrique sur fond de tensions non dites, mais parfaitement palpables, que s'ouvrit le très attendu sommet européen des 15 et 16 novembre 2025 à Bruxelles. Officiellement, il s'agissait de discuter des enjeux migratoires et de relancer la solidarité européenne. En réalité, tout le monde savait que cette réunion allait tourner à un duel frontal entre Madrid et Paris, un règlement de compte diplomatique soigneusement emballé dans le papier glacé de la coopération continentale. Pedro Sánchez, lui, n'était pas venu les mains vides. Le chef du gouvernement espagnol débarqua dans la capitale belge avec un dossier d'accusation en béton armé contre la France. Son équipe avait compilé un arsenal de preuves refoulements illégaux en série entorse aux accords de Schengen Addition, salés des coups que l'attitude unilatérale de Paris faisait peser sur l'Espagne. L'objectif était limpide, mettre la France dans les cordes diplomatiques et forcer le Cornu à signer, enfin, un mécanisme obligatoire de répartition des migrants. Pour mener cette offensive diplomatique, Madrid avait sorti l'artillerie lourde. On n'avait pas confié le dossier à quelques conseillers de cabinet improvisés, non. Teresa Ribera, vice-présidente du gouvernement et ministre de la Transition écologique, avait rassemblé une task force de haut vol juristes de l'université Complutense, économistes aguerris de le Business School et experts en relations internationales du Real Instituto Elcano. Leur mission était claire comme de l'eau de roche: bâtir un acte d'accusation juridiquement bétonné contre la France. Aucun angle mort, aucune faille. Le résultat de ce travail d'orfèvre s'intitulait sobrement « Rapport Salaman », du nom de son architecte principal Miguel Salaman,
un ancien juge de la Cour européenne des droits de l'homme, 337 pages. C'est la taille du missile diplomatique. Dedans, noir sur blanc, étaient répertoriés 47 cas documentés de refoulements illégaux effectués par les autorités françaises entre septembre et novembre 2025. Et pas des petits accros techniques de vraies violations frontales des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais le coup de grâce ne venait pas seulement du juridique. Le rapport allait plus loin en démontant point par point l'impact économique du dumping migratoire français sur l'économie espagnole. Selon les calculs des experts madrilènes, ces expulsions coûtaient à l'Espagne 47 millions d'euros par an, rien qu'en hébergement, santé et gestion administrative, soit 0,06% du PIB. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du budget annuel de 3 universités publiques. Un coût bien réel pour un problème que l'Espagne ne faisait que subir. Monsieur le Président, notre batterie d'arguments juridiques est plus que prête. Si la France croit pouvoir s'en sortir sans dommage, elle se trompe lourdement. Les infractions au droit européen sont non seulement évidentes, mais parfaitement documentées. Paris ne pourra pas se cacher éternellement. Voilà les mots tranchants que Miguel Salaman lança lors du dernier briefing confidentiel au palais de la Moncloa. Le ton était donné, l'offensive espagnole ne se contenterait pas d'être morale, elle serait aussi implacablement légale. Mais la vraie bombe du dossier madrilène, c'était ailleurs qu'elle se cachait dans la mise à nu de l'hypocrisie vertueuse de la République française. L'équipe de Pedro Sánchez s'était livrée à un démontage chirurgical de toutes les envolées lyriques d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu sur l'Europe unie et la solidarité entre peuples. Une fois confrontés au refoulement en cascade et à la fermeture des frontières, ces nobles déclarations devenaient une collection de contradictions criantes. Une arme politique d'une puissance redoutable, et pour tirer pleinement parti de cette dissonance entre paroles et actes, Madrid dégaina une autre carte, la guerre de l'image. Orchestrée par le stratège Ivan Redondo, ex-directeur de cabinet de Sanchez et maître dans l'art de la communication de crise, une campagne médiatique ciblée fut lancée à travers toute l'Europe. Le message, l'Espagne martyrisée par l'égoïsme froid de la France. L'objectif, retourner l'opinion publique du vieux continent contre Paris sans tirer une seule balle. La machine médiatique espagnole s'était mise en marche comme une horloge de guerre parfaitement huilée. Au programme récit bouleversant de migrants repoussés sans ménagement aux frontières françaises, diffusion d'images chocs montrant des centres d'accueil bondés jusqu'à l'étouffement aux Canaries, et surtout exposition calculée de familles syriennes et afghanes, bloquées en Espagne, regards perdus et valises à la main prisonnières d'un couloir migratoire qu'elles n'avaient pas choisi. L'objectif était limpide, faire fondre l'opinion publique sous le poids de l'émotion et faire passer la France pour le bourreau moral de l'Europe. Humaniser la crise pour maximiser l'indignation. Dans sa suite feutrée de l'hôtel Métropole, Pedro Sánchez confiait avec un ton mêlant sarcasme et agacement à ses proches collaborateurs « Les Français adorent prêcher la solidarité européenne, mais dès qu'il faut ouvrir la porte aux migrants, c'est silence radio et barbelé. » Puis il ajouta le regard fixé sur le plafond doré « Il est temps de leur rappeler que l'Europe n'a pas été bâtie sur le repli sur soi, mais sur le partage. » Une stratégie bien rodée qui avait déjà fait ses preuves auprès de plusieurs dirigeants européens, souvent sensibles à ce genre de pression morale en pleine lumière médiatique. Pendant des années, l'Espagne s'était drapée dans son manteau d'humanisme catholique, se posant comme la grande conscience morale du continent en matière d'accueil des migrants. Défense des droits humains, générosité latine, bras ouverts à tous, Madrid aimait à jouer le rôle du chevalier blanc européen, et à chaque fois que les critiques pointaient, il suffisait d'agiter la bannière des valeurs européennes et de brandir le mot magique « dignité humaine » pour faire taire les sceptiques. Ce qui fonctionnait hier, pourtant, n'allait pas suffire aujourd'hui. Car ce que Sanchez n'avait pas vu venir, c'est que Lecornu lui avait affûté ses armes. Le Premier ministre français s'était préparé à l'affrontement comme à une démonstration mathématique, alignement de chiffres, avalanche de graphiques, découpage analytique au scalpel. Objectif, démolir méthodiquement l'image sacrificielle de l'Espagne et exposer l'absurdité structurelle de sa gestion migratoire.
Et ce n'était pas le fruit du hasard. Derrière les dorures de Matignon depuis 3 semaines, une véritable contre-offensive informationnelle se mettait en place dans le plus grand secret. Gérald Darmanin avait dégainé son plan B, création d'une cellule de crise ultra cadrée baptisée Ironie maîtrisée, Vérité ibérique. Cette task force réunissait les plus fines lames françaises en matière de politique migratoire. À sa tête, François Gemène, figure de référence à Sciences Po, et Christophe Bertossi-Cerveau du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. Leur mission, déconstruire pièce par pièce le storytelling de Madrid et faire voler en éclats la posture de victime entretenue par l'Espagne sur la scène européenne. Côté français, la riposte ne relevait pas de l'improvisation. L'équipe de Lecornu avait bossé comme des chirurgiens de la donnée chaque ligne de budget européen allouée aux migrations depuis 2015 avait été scruté à la loupe les flux d'argent entre Madrid et Bruxelles disséqués et les résultats d'intégration comparés pays par pays analysés au scalpel. Au final, ce travail titanesque accoucha d'un rapport de 88 pages, un concentré de contre-arguments millimétrés et tranchants, comme des rasoirs prêts à pulvériser la posture espagnole. Mais la pépite, la bombe au cœur du document français, c'était cette révélation explosive sur les subventions européennes, mal utilisées par l'Espagne. L'analyse montrait noir sur blanc que depuis 2020, Madrid avait encaissé plus de 3,4 milliards d'euros en provenance de Bruxelles, des fonds officiellement destinés à gérer les flux migratoires. Problème. Une enquête fouillée de la Cour des comptes française révélait que seuls 37% de cet argent avait réellement servi à l'accueil des migrants. Le reste vaporisé ailleurs, routes, bâtiments publics, projets d'infrastructures sans aucun lien avec l'immigration. En somme, une belle leçon de solidarité budgétairement redirigée. Monsieur le Premier ministre, ce que fait Madrid depuis des années, ce n'est ni plus ni moins qu'un hold-up institutionnalisé. Ils encaissent les chèques européens au nom de la solidarité, puis détournent l'argent vers des usages qui n'ont rien à voir avec les migrants. On parle ici d'une fraude à l'échelle continentale. Voilà comment Christophe Bertossi, d'un ton glacial, avait résumé la situation lors du briefing à huis clos à Matignon. Et le pire, c'est que ce n'était que le début. Le rapport français mettait en lumière un autre scandale, peut-être encore plus révélateur, l'Espagne loin d'être victime, s'était en réalité montré radine sur les moyens d'accueil. Tandis que la France investissait en moyenne 14 000 € chaque année pour loger, encadrer et accompagner un demandeur d'asile, l'Espagne, elle ne consacrait qu'une poignée d'euros par tête. Résultat, des centres d'hébergement saturés des migrants livrés à eux-mêmes et une fuite massive vers d'autres pays plus hospitaliers. En résumé, Madrid économisait sur le dos des migrants tout en réclamant davantage d'aide. La partie la plus sévère du dossier français ne jouait pas sur l'émotion, mais sur l'ingénierie de l'intégration. Les experts de Matignon avaient passé au crible les dispositifs d'accompagnement et le verdict était sans appel, l'Espagne avançait à l'aveugle. Aucun véritable programme national d'apprentissage linguistique pour les migrants, là où la France injectait chaque année 340 millions d'euros dans ses formations. Même scénario côté emploi à Madrid, l'accompagnement vers le travail relevait de l'improvisation, tandis que Paris s'appuyait sur un maillage de 147 structures spécialisées dans l'insertion professionnelle. Cette carence organisationnelle expliquait un chiffre qui à lui seul résumait tout 73% des migrants arrivant en Espagne cherchaient à la quitter au plus vite. Non pas par rejet du pays, mais faute de perspective. La conclusion du rapport français était sèche, presque cruelle. Incapable de proposer un véritable parcours d'intégration, l'Espagne fabrique elle-même ses migrants de passage et les condamne à l'errance européenne. Mais la botte secrète de Lecornu, celle qu'il gardait bien au chaud dans ses dossiers, classée top secret, venait tout droit de Bercy. Une enquête discrète orchestrée par la Direction générale des finances publiques avait mis au jour ce que personne à Bruxelles n'osait encore dire à voix haute. L'Espagne jouait avec les chiffres comme un illusionniste avec ses cartes. Chaque ligne budgétaire sur la migration était soigneusement lissée, tronquée, reformatée pour paraître plus légère. Une optimisation comptable qui frôlait la prestidigitation fiscale. Le véritable coût, pas 4, 2 milliards comme le clamaient fièrement les rapports madrilènes, mais 7, 8 milliards d'euros.
La différence, elle se cachait dans les coins sombres du budget, frais judiciaires évaporés, dépenses de santé invisibilisées, coûts sécuritaires, oubliés, et même les charges éducatives soigneusement mises de côté. Bref, l'Espagne maquillait sa facture pour se donner le beau rôle de victime maltraitée par l'Europe, alors qu'elle était simplement la reine du bilan tronqué. Pedro Sánchez se leva avec cette prestance d'acteur de tragédie antique qu'il réservait aux grands moments. Costume anthracite impeccable, regard grave presque théâtral, posture millimétrée, il incarnait à la perfection le rôle du chevalier progressiste, prêt à affronter les dragons du cynisme nationaliste. Sa voix posée comme un métronome s'éleva dans l'enceinte feutrée. « Chers collègues chefs d'État et de gouvernement », la salle suspendit son souffle. Il enchaîna avec cette articulation chirurgicale qu'il maîtrisait à la perfection quand venait l'heure de donner des leçons. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Notre projet européen vacille. Et le ton était donné. Le discours écrit au scalpel enchaînait les chiffres saisissants sur la situation explosive aux Canaries, entre deux appels vibrants à la conscience collective. Sánchez déroulait son refrain bien rodé pendant que d'autres ferment les yeux. L'Espagne, elle porte seule le poids d'une crise que l'Europe refuse de partager. Le décor était planté, l'indignation soigneusement scénarisée. Aujourd'hui, ce sont 340 000 âmes venues chercher refuge que mon pays tente d'héberger tant bien que mal, déclare-t-il le ton chargé d'une compassion presque trop parfaite pour être honnête. Aux Canaries, les vagues n'amènent plus des touristes, mais des bateaux surchargés d'êtres humains fuyant l'enfer. Nos centres débordent, nos aides sociales sont à bout de souffle et la population commence à perdre foi dans notre capacité à gérer. Et là, le coup de grâce, pendant que nous luttons seuls, le reste de l'Europe détourne pudiquement le regard. Ce récit de martyr national soigneusement mis en scène était l'arme principale de Sánchez pour provoquer un malaise palpable autour de la table des chefs d'État. Mais il n'avait pas encore sorti son joker. Il fixa le cornu sans trembler. Ce qui me révolte plus encore que l'aveuglement général, c'est le double discours français. Il marque une pause, laisse monter la tension. Ce pays qui se drape dans la bannière des droits de l'homme, mais qui verrouille ses frontières dès qu'un migrant approche. La France ferme sa porte après nous avoir laissé gérer le chaos à sa place. L'attaque n'avait rien d'un dérapage, c'était une manœuvre millimétrée. En visant frontalement Paris, il cherchait clairement à faire monter la tension dans la salle. Mais dans sa fougue, il commit une erreur stratégique majeure, croire que le cornu n'était pas prêt à riposter. Sans freiner son élan, Sánchez lança une nouvelle salve. Monsieur le cornu brandit la menace sécuritaire comme justification. Mais de quelle sécurité parle-t-on exactement ? Celle des citoyens ou celle de ces courbes dans les sondages ? Ne nous y trompons pas, ce n'est pas de défense nationale qu'il s'agit ici, mais d'un calcul politique cynique visant à flatter l'opinion publique. Le tacle était osé, mais l'ironie tenait du grand art Sánchez, dont la cote personnelle en Espagne ressemblait à une montagne russe en chute libre, s'érigeait en pourfendeur des manipulations électorales. Et pourtant, il appuya encore plus fort. Ce que fait la France, c'est tout simplement de l'externalisation migratoire déguisée. Grâce à sa géographie, elle se permet d'éviter les responsabilités tout en se drapant dans la morale. Elle transforme ses voisins du Sud en zone tampon. Voilà le vrai visage de la solidarité à la française, un bouclier égoïste. D'un ton grave, presque prophétique, il lança « Le moment est venu pour notre continent de trancher entre deux routes, celle de la fraternité du partage équitable de la dignité humaine, ou celle bien plus sombre du repli sur soi, de l'indifférence et de l'abandon organisé des plus fragiles. L'Espagne exige que la France cesse ses manœuvres d'évitement et assume enfin sa part de l'effort commun. L'histoire, elle n'oubliera pas ceux qui auront fait le choix de la compassion, ni ceux qui auront préféré caresser les électeurs dans le sens du poil. » Applaudissements nourris salve, sincères ou calculés, mais surtout en provenance du Sud. Italie, Grèce, Chypre, tous les pays qui, eux aussi, avaient goûté à la solitude migratoire. L'hémicycle semblait pencher du côté de Madrid. Et puis, le silence. Tous les regards convergèrent vers le cornu.
L'homme imperturbable demanda la parole, calme, presque trop calme. Il se leva, avança lentement, croisa le regard de Sanchez sans sourciller, et lâcha d'une voix posée la phrase qui allait secouer toute la salle glacée Madrid et fissurer l'illusion d'un consensus européen. « Monsieur Sanchez !» lança le cornu d'une voix calme mais aiguisée comme une lame. « Merci pour ce cours magistral de ce que l'Espagne fait de mieux ces derniers temps. Transformer la plainte en programme politique et la démission en stratégie nationale. » L'offensive ne prit pas de détour. La tension monta d'un cran quand Sanchez, piqué au vif, redressa le buste visiblement déconcerté par cette salve directe. Le cornu poursuivit implacable. « Vous invoquez la solidarité européenne à chaque micro tendu ? Très bien. Mais si nous voulons parler chiffres, alors parlons chiffres. » Il sortit un épais dossier, l'ouvrit sans hâte et poursuivit. « En 2024, votre pays a consacré 4,2 milliards d'euros à la gestion migratoire. Fort bien. Mais sur la même période, la France en a investi 18, l'Allemagne 25,3 milliards. » Et puis il planta son regard dans celui de Sanchez. « Dites-moi franchement, monsieur le président, qui porte vraiment sa part du fardeau européen. Ces chiffres balancés comme des uppercuts en pleine séance eurent l'effet d'un seau d'eau glacée jeté sur une assemblée chauffée à blanc. Le silence devint pesant. Sanchez, visiblement piqué, tenta de reprendre la parole. « Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de nuancer. » Mais il fut sèchement coupé, le ton désormais sans appel. « Oh, mais je vous entends très bien, monsieur Sanchez. Et je prends en compte chaque mot, surtout quand il s'agit de votre duplicité. » Le cornu impassible poursuivit le démontage méthodique. « Vous reprochez à la France de verrouiller ses frontières. Très bien. Parlons données. Sur l'ensemble de la population française, 0,9% sont des demandeurs d'asile. Chez vous, 0,7%. Alors même avec vos grands cris à la crise humanitaire, vous accueillez moins que nous. » Il marqua une pause. L'effet dramatique était calculé. « Et pourtant, vous venez ici faire la leçon. Allons un peu de sérieux. » Chaque phrase tombait comme une rafale, brisant les illusions une à une. L'hémicycle abasourdi découvrait ce que les beaux discours de Madrid avaient soigneusement dissimulé. « Parlons franchement de votre duplicité la plus spectaculaire, » enchaîna le cornu, la voix tendue mais tranchante. « Vous nous reprochez de ne pas accepter vos migrants ? Très bien. Mais dites-moi, en 2024, combien de demandeurs d'asile avez-vous envoyés vers d'autres pays européens ? 0. Pas un seul. Et pourtant, vous exigez des autres ce que vous ne faites jamais vous-même. » Cette gifle verbale pulvérisa le cœur du discours espagnol, dans la salle des chuchotements, des regards échangés, des silences gênés. Et le cornu continua implacable. « Vous invoquez l'esprit européen à tout bout de champ, très bien. Mais laissez-moi vous rappeler un point essentiel que vous semblez oublier. L'Europe n'est pas une caisse de secours à géométrie variable où chacun vient réclamer sans jamais contribuer. Elle repose sur un principe simple, partager les devoirs, pas seulement les plaintes. Et le premier de ces devoirs, c'est de surveiller ses propres frontières. Oser pointer du doigt la manière dont l'Espagne gérait ses propres frontières, un pari risqué, une manœuvre périlleuse. Mais le cornu, lui, y allait tête haute, assumant chaque mot comme un coup porté avec précision. Et dans un geste de rhétorique tranchant, il utilisait les arguments de Madrid pour mieux les retourner contre elle. Face à cette attaque frontale, Sanchez blême lança un dernier contre-feu comme pour sauver les meubles. « Vous, en France, vous ne mesurez pas ce que nous vivons avec cette pression migratoire. » Mais le cornu lui coupa la parole sans hésiter, le ton calme, mais chargé de fermeté. « Détrompez-vous, monsieur Sanchez. Nous savons très bien ce que c'est, et c'est précisément pour cela que nous refusons de transformer nos voisins en décharges humaines. On ne règle pas une crise en la déversant sur l'autre. » Un silence de plomb tomba sur la salle, aussi brutal qu'un couperet tombant sur un plateau télé. Rarement les murs feutrés d'une institution européenne avaient pu raisonner d'une attaque aussi directe. C'est peu dire que le cornu n'avait pas encore tiré sa dernière cartouche. « Vous affirmez que la France n'en fait pas assez pour les migrants ?» lança-t-il, regard rivé sur Sanchez. « Très bien. Expliquez-nous pourquoi près des 3/4 des personnes qui entrent en Espagne cherchent aussitôt à fuir. Vers nous ou vers Berlin. C'est ça votre modèle d'intégration. Une salle d'attente vers le nord et puis
tomba la phrase que l'histoire retiendra. L'Espagne ne peut pas à la fois revendiquer une politique migratoire souveraine et nous forcer à en gérer les conséquences. Cette époque où l'Europe servait de roue de secours à vos errements bureaucratiques est désormais révolue. Le choc fut instantané. Sánchez Blem quitta la salle en silence, talonné par une partie de sa délégation. L'Assemblée resta figée, sidérée. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, un chef d'État venait de qualifier un autre de profiteur institutionnalisé. Un tabou venait d'exploser. Et avec lui, l'unité de façade européenne. En Espagne, c'est l'explosion médiatique. Les chaînes d'infos en continu n'avaient qu'un seul sujet, le cornu humilie Madrid, arrogance made in France, ou encore quand Paris piétine la dignité ibérique. La presse déchaînée criait au scandale pendant que le gouvernement convoquait l'ambassadeur de France pour un tête-à-tête urgentissime au ministère des Affaires étrangères. Ambiance orage diplomatique. Mais ailleurs en Europe, l'écho fut tout autre. À Rome, à Lisbonne, à Athènes, une toute autre musique résonnait. Certains leaders applaudissaient enfin ce qu'ils n'avaient jamais osé dire tout haut qu'un dirigeant ose dénoncer la posture victimaire perpétuelle de certains pays du Sud. Ça relevait presque de l'acte héroïque. Pour eux, la France venait de briser un tabou. Côté Berlin et La Haye, les réactions étaient plus feutrées, mais les messages glissés en coulisses en disaient long. On murmurait dans les couloirs des ministères qu'enfin, quelqu'un avait remis les pendules à l'heure. Il fallait bien que l'Espagne se regarde un jour dans le miroir, glissa sobrement un ministre allemand sous couvert d'anonymat. Et la surprise du chef, le doute, s'insinue même en Espagne. Certains intellectuels madrilènes, jusque-là fidèles au discours officiel, commencent à lever un sourcil sceptique. Dans des tribunes osées des économistes reconnus, remettent Dieu sur la table une question longtemps évitée. La stratégie migratoire de leur pays est-elle vraiment soutenable ? Et surtout, est-elle autre chose qu'une gestion de crise perpétuelle, maquillée en grandeur humanitaire ? Mais c'est à Bruxelles que le vent a tourné de façon spectaculaire. Là où l'on s'attendait à un sermon habituel contre l'égoïsme du Nord, ce fut le calme plat. Rien. La Commission européenne, d'ordinaire si prompte à défendre les États du Sud, opta pour la langue de bois diplomatique. Von der Leyen publia un communiqué aussi fade qu'un café réchauffé appelle au dialogue entre partenaires. Traduction. Débrouillez-vous entre vous. Ce silence en disait long. Pour la première fois, les instances européennes laissaient entendre, sans le dire ouvertement, que Paris n'avait pas tout à fait tort. Qu'en effet, le modèle actuel de répartition des migrants avait un défaut fondamental, il permettait aux moins rigoureux d'échapper aux conséquences de leur propre choix, tout en se posant en victime. 6 mois après l'explosion diplomatique de Bruxelles, les effets se font encore sentir comme des répliques d'un séisme géopolitique. Entre Paris et Madrid, le thermomètre diplomatique est en chute libre. La cordialité d'hier a laissé place à une froideur glaciale. Pourtant, du côté de nombreuses capitales européennes, la France a gagné en stature enfin un pays qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas et qui en avait marre des leçons de vertu venues du Sud. Mais le plus spectaculaire fut ailleurs une mue idéologique à l'échelle du continent. La crise avait agi comme un révélateur brutal. Fini les discours lénifiants sur l'accueil inconditionnel. Place à une prise de conscience lucide. L'Europe devait revoir en profondeur sa manière de gérer les flux migratoires et troquer les bons sentiments contre des stratégies viables. Ce virage historique s'est cristallisé en mars lors d'un Conseil européen au goût de rupture. Pour la première fois, les 27 États membres adoptèrent un dispositif contraignant de gestion des frontières extérieures. Et cette fois, pas de demi-mesure, ceux qui jouent au passoire paieront littéralement. Une experte résumait le moment avec une formule qui a fait mouche. Le choc, le cornu a redessiné la doctrine migratoire de l'Union. Lâchait Jan Eigle, directrice de l'Institut européen des migrations.